Le Cantique des Cantines, ça s'inscrit dans une série qui a été concoctée dans les années 1990-2000 par la bande à Jean-Bernard Pouy, Patrick Rénal et Serge Quadrupani, qui ont créé ce personnage, le Poulpe, parce qu'ils voulaient faire barrage à celui qu'on appelle SAS, son Excellence Sérénissime, qui est de tendance un peu facho, qui agit pour gagner beaucoup de fric. Et le Poulpe, c'est un personnage libertaire qui a des grands bras, des grands pieds, c'est pour ça, des grandes jambes, c'est pour ça qu'on l'appelle le Poulpe. Il ne laisse son nom nulle part pour ne pas être fiché, que ce soit à la Sécu, dans un hôtel ou ailleurs. Et il est attiré par les faits divers. Il lit les journaux tous les matins et quand il y a un fait divers particulièrement bizarre, il met sa casquette de combat, il prend un livre, parce qu'il lit dans l'avion ou dans la voiture, et il va sur place pour essayer d'enquêter. Alors le mien, c'est le numéro 13 dans la série, il y en a eu 200 et quelques, et j'ai réussi à raconter ce que je voulais faire depuis longtemps, une intrigue qui se passe dans une usine, parce que c'est quand même des personnages assez rarement représentés dans le polar, les ouvriers ou les employés d'usine. Et j'y suis arrivé avec ce Cantique des Cantines, parce qu'en plus il faut trouver un titre absolument lamentable. Le calembour du style « J'irai cracher sur vos tongs », tu vois, pour les Vietnamiens, des trucs comme ça. Donc moi j'étais très content, on partait à Saint-Nazaire, toute une bande dans les wagons de la SNCF, et pendant les 3 heures de train, je cherchais un titre, et c'est Fred Vargas qui m'a amené à trouver le Cantique des Cantines. Après l'avoir examiné sous toutes les coutures et badigeonné à l'arnica partout où cela s'imposait, Mimi avait installé le Poulpe dans son lit. Elle descendit à l'épicerie fine en bas de son appartement pour lui acheter un remontant, une bouteille d'EQ28, une bière belge dite Culminator, qui figure parmi les bières les plus fortes du monde. Brassée, paraît-il, à l'intention des Bavarois qui ont la glotte pavée. Adossée aux oreillers, Gabriel la dégusta à petite dose comme un merveilleux reconstituant. Elle était juste à point, fraîche mais non glacée. « Mimi, éclaire ma lanterne. Hier, un vieux copain de Philippe, dans la conversation, a parlé de militants de Baloche. Je voudrais pas mourir idiot, ça veut dire quoi ? On pourrait dire des militants d'opérette. Ici, les baloches, faut pas confondre. Ce sont d'abord des bals populaires, des fêtes de quartier. Un poète local, Victor Mirk, a même écrit là-dessus. Quand tu lis ça et que tu débutes, ça te fait chaud au cœur. Je me rappelle aussi un souvenir en 6e. Je lisais Vaillant, le journal le plus captivant, qui était des émanations du PC, et je découpais des articles sur les avions que j'allais placer dans le truc du curé du patronage qui faisait un petit journal. Et il m'avait associé à ce truc et je lui passais des articles que je piquais dans Vaillant. Avec le recul, je trouve que c'est assez marrant. Bien que je n'aime pas plus que ça les avions. Hein, j'ai aussi fait une conférence à cette époque-là, en 6e. Un week-end, le professeur m'a confié les aventures d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. J'avais potassé ça tout le week-end et quand je suis revenu le lundi, il m'a mis sur la chaire, enfin sur l'estrade plus exactement, à sa place sur une chaise en bois, parce que c'était assez rustique à l'époque. Et j'ai fait une conférence à la classe sur les 12 travaux d'Hercule. Ce fut ma première conférence. J'ai attendu 30 ou 40 ans pour recommencer après. Je suis rentré en 49 au lycée Lacanal, et puis en 50 à Berthelot jusqu'en 54, où là j'avais passé le concours d'entrée de l'école d'apprentis d'Air France et je suis parti à Paris. D'abord j'ai été dans l'école à Massy-Palaiseau, c'était une école d'apprentissage, on était 60 ou 62 reçus par année. Il y avait 3 ans à faire et une 4e année pour les plus doués qui faisaient des spécialisations. Bon, moi j'ai fait mes 3 ans et après j'ai été travailler à Orly. Le lendemain de ma sortie d'école, j'ai commencé sur l'aéroport d'Orly en 57. Et je partais à Orly, je me tapais 40 bornes en vélo, tu vois, chaque jour. Et puis après j'ai essayé de me rapprocher et finalement j'ai atterri dans une première construction qui était le fait de l'ALJT, ça s'appelait, ça veut dire l'association pour les logements des jeunes travailleurs, parce que les mecs de province à Paris, je te dis pas, on logeait dans des trucs assez minables, on payait très cher, et là c'était la première fois qu'il installait une bâtisse où on était 300,
Et on était bien logés, on avait une piole propre, un restaurant, enfin. Et j'ai monté un cercle de la jeunesse communiste pour pouvoir gérer nous-mêmes nos activités. C'était la bibliothèque, la danse, enfin on faisait plein de trucs. Et c'était nous-mêmes qui le faisions. Parce que cette association était plutôt dominée par les catholiques et on n'avait pas trop envie de se mêler de leurs trucs, quoi. Et on ne voulait pas qu'ils se mêlent des nôtres. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé en début juillet, au mois d'août, il y a eu une grève pour les types qui travaillaient de nuit, qui n'avaient pas de repas ou je ne sais plus quoi. Moi, j'ai suivi le mouvement, bien sûr, et puis c'est à partir de là que j'ai demandé une carte syndicale. Le type qui était dans mon atelier n'a pas voulu me la donner. Je ne sais pas s'il voulait m'observer pour savoir si j'étais bon ou mauvais. Alors je suis allé directement au bureau. J'ai monté les 5 étages, parce qu'à l'époque c'était au 5e étage, et j'ai demandé une carte qu'on m'a d'ailleurs filée rapidement. Puis après je suis parti à l'armée pendant 27 mois, puisque c'était la période de la guerre d'Algérie. Là aussi j'ai eu des mêlées. Et puis je suis revenu à Orly, et là on m'a proposé d'être au bureau. Et j'ai accepté. Je me demande comment, parce qu'il fallait être audacieux pour accepter. J'étais très jeune et je ne savais même pas ce que c'était le bureau, moi. Mais j'avais envie de faire des trucs. Et puis un an après, j'ai été élu au comité d'entreprise, comme suppléant, mais j'étais permanent. On m'a confié la culture. C'est pas étonnant. Je pense que je devais avoir, par rapport aux autres, une certaine culture qui venait de ce que je lisais justement depuis l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que tu lisais depuis l'âge de 10 ans? Je lisais tout, j'ai tout lu les classiques, parce qu'on me dit souvent, vous ne lisez que du polar. Je voudrais qu'on me demande un jour, vous ne lisez que Catherine Millet ou que Madame Angot ou que Paul Claudel. On ne me pose jamais cette question, c'est toujours le polar qu'on met, comme si c'était une tare de lire du polar. J'avais la culture et les cantines, c'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle Le Cantique des cantines, parce qu'on avait un gérant qui nous truandait, c'est-à-dire qui mettait qui recevait des pots de vin, qui s'en mettait plein la fouille. Il s'imaginait que comme on était ouvrier, on était con en gestion, on ne savait pas ça. Alors, il n'a pas fait long feu, au bout de 2 mois, je l'ai renvoyé à ses foyers, et on en a mis un autre qui était plus honnête. Il y avait même les vendeurs de pinards, tu sais, GVOR, le brocard du rectum, GVOR, le vin qui vous revigore. Ils te proposaient, si tu acceptais qu'ils soit eux qui fournissent, 1 centime sur chaque col. Ils appelaient le col la bouteille, la petite bouteille de 25 centilitres. Alors j'ai dit, ben, d'accord, vous me faites combien ça fait ça, que vous allez me donner? Il m'a dit, ça fait, mettons, 10 000 francs de l'époque. Puis j'ai dit, d'accord, vous faites un chèque au nom du comité d'entreprise à 10 000. Tu vois, il croyait que c'était moi qui allais les prendre, quoi. Se dirigeant vers sa bibliothèque, elle se mit à chercher dans les rayonnages. 1 minute, le temps de retrouver quelques lignes écrites par ce Victor Mirk. S'emparant alors d'un petit livre à couverture vert pâle, Mimi le feuilleta avant de déclamer malicieusement. Quand vient la fête du quartier, l'ouvrier comme le rentier, rit et bamboche, aimant les danses du Congo, il ne manque pas un tango à la baloche. Tu vois, ce n'est pas ce que tu croyais, obsédé sexuel. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle était jeune, dans les années 50, la baloche durait au moins 2 semaines tout au long des allées Saint-Michel. Les forains installaient des manèges classiques, trains fantômes, balançoires géantes, chenilles, autotamponneuses, mais il y avait aussi un grand bal populaire, et une fois ma mère a dansé avec l'orchestre de Jacques Elian. J'ai été élu donc au comité d'entreprise, et 2 ans après, parce que c'est tous les 2 ans les élections, on ne m'a pas renouvelé mon mandat, on m'a placé à la tête du syndicat d'Orly. Parce qu'il y avait un départ et il fallait mettre quelqu'un, et donc c'est moi qui ai été choisi. Alors là, je me suis confronté avec une première grève en 63, 64. C'était la grève de ce qu'on appelle les tracteurs chenilleurs. Tracteurs chenilleurs, c'est des hommes ou des femmes qui conduisent des petits Fenwick, qui tirent l'avion de hangar de révision jusqu'à la piste où il doit décoller. Parce qu'il ne va pas y aller avec les réacteurs allumés, c'est sûr. Parce qu'à Orly, il y a Orly Sud où c'est l'aérogare et Orly Ouest, et il y a Orly Nord, c'est les ateliers qui sont à 5 km de là. Donc il faut les tirer sur les pistes. Et ces mecs étaient en grève parce que c'était les plus mal payés de la corporation, des ouvriers, et ils étaient en grève illimitée. Ils étaient venus me chercher à Orly, comme j'habitais à Orly à l'époque. J'ai passé le week-end avec eux. Et il y a un épisode assez marrant d'ailleurs, parce que le grand patron est venu voir. Alors je lui ai dit, il faudrait peut-être payer ces mecs un peu mieux, quoi. Il dit, mais c'est facile, je vais en rentrer un mois d'avion. Il prend le truc, il rentre l'avion, il pète l'aile, tu vois.
Et là, j'ai dit, vous voyez, c'est facile, mais tout le monde n'y arrive pas. Je suis tombé en 64-65 à la tête du syndicat d'Orly. On a fait mai 68. Et c'est une période qui a été riche, surtout chez nous, parce qu'on a fait plein de trucs pendant... C'était un moment rare, parce que les gens pouvaient se parler. D'habitude, au boulot, on n'a pas le temps. On se regarde, on n'a pas le temps, ou c'est des banalités, ou c'est des trucs tendus, parce qu'on est crispé par le boulot, par l'avenir. En ce moment, les mecs qui sont dans cette situation, ils n'ont pas beaucoup le temps de se parler. Nous, on a eu le temps pendant 3 semaines. Alors moi j'ai organisé plein de trucs, c'était moi le principal leader, comme on dit, que ce soit pour la CGT ou pour les autres syndicats, parce qu'on avait formé ça s'appelait le SIGAFON, c'était assez marrant. SIGAFON, il faut prendre les initiales, ça doit être Comité intersyndical de grève de France-Orly Nord, un truc comme ça. Alors le SIGAFON se réunissait tous les jours, et on avait divisé l'entreprise en 32 secteurs, où chaque secteur était composé d'un bureau élu par les ouvriers de ce secteur, qu'ils soient syndiqués ou pas. On ne faisait pas d'exclusive. Et c'est pour ça que ça a très bien marché. On avait donc 32 secteurs qui étaient chargés de leur propre gestion. Ils se démerdaient dans leur coin, et quand ils avaient des problèmes, ils les ramenaient à la réunion centrale tous les jours du SIGAFON, où on était 10 élus. Et on tranchait, on décidait ce qu'il fallait faire. Alors donc, on avait le temps, on a même organisé un combat de catch, figure-toi. On avait un ami qui était un salarié qui était catcheur. Et il nous a fait venir l'Ange Blanc et toute la bande. On a monté un ring dans l'usine, et les mecs, ils nous ont fait des combats de catch pendant 3 plombes. C'était remarquable. On a fait venir des tas de vedettes qui ont fait des chansons, qui ont fait des tournées de chansons, etc. Ferrat, Isabelle Aubray, tout ça, quoi. Et puis, entre-temps, on avait des conférences qu'on faisait. Moi, j'organisais des conférences littéraires et puis des conférences syndicales. Et tout le monde se trouvait bien. Il y avait des concours de pétanque. Enfin, il fallait qu'on occupe le temps et qu'on parle. Et ça a été merveilleux. Et puis, comme ça s'est très bien passé, on m'a élu à la tête du syndicat général, c'est-à-dire plus Orly, mais l'ensemble d'Air France, en France et en Outre-mer. J'étais secrétaire adjoint, je m'occupais de l'information, de la communication, comme on dit aujourd'hui, et également de la formation des militants. À cette époque-là, que j'allais faire un marché tous les samedis, sur un marché d'occasion, j'ai trouvé ce livre, La Moisson Rouge, en 64, qui m'a effectivement plongé dans ce bain de jouvence qu'est le roman noir. J'avais lu d'autres trucs avant, j'avais lu Djamad Lechez, j'avais lu tout ça, mais c'était pas évident comme dans La Moisson Rouge où ça raconte une grève. Bon, je vais pas raconter le livre, mais c'est un microcosme des États-Unis de l'époque de la Prohibition. Voilà, alors Toulouse Polar du Sud, c'était une vieille idée que j'avais de faire un salon à Toulouse, parce que c'est quand même la 4e ville de France. Mais avant, on a fait un test. En 2007 est sortie ma 2e édition du dictionnaire des littératures policières, et j'ai fait, comme on dirait dans le football, un jubilé. J'ai invité 130 copains de toute la France et de l'étranger qui sont venus à leurs frais pour me faire plaisir à une soirée un samedi. Ils sont arrivés dans le début d'après-midi pour que le public puisse en profiter. Et à partir de 19h30, on a fermé les portes et on est resté entre nous. Alors il y avait des personnalités comme Benacquista, Guérif, Michel Bouju, le créateur de Cinéma, Tito Topin, créateur de Navarro. Et on a fait une vente de livres pendant l'après-midi au public. Et on s'est aperçu qu'on avait vendu une palanquée de bouquins. Donc on s'est dit, le public existe pour faire un festival sur plusieurs jours. La réussite de cet après-midi-là nous a incité donc à créer une association. On a mis en place le 22, parce que 22 là les flics, le 22 octobre, un conseil d'administration de 22 membres, en respectant la parité 11 hommes, 11 femmes. Aujourd'hui, la parité doit s'élever à 15 femmes et 7 hommes. Claude, c'est une affaire vieille de quelques lustres, on va dire. Je l'ai connu quand j'étais toute jeune libraire, donc il y a quelques années de ça. Et il était au comité d'entreprise d'Air France, secrétaire du comité d'entreprise. Et moi, j'étais donc toute jeune libraire.
Nous sommes toujours amis, complices et on travaille ensemble pour le Festival du Polar. Voilà comment est né le Festival Toulouse Polar du Sud, d'une histoire d'amitié en quelque sorte. L'idée, c'était aussi d'amener dans ce quartier un festival, une initiative culturelle à laquelle sont invités les gens qui sont du quartier et bien sûr ceux qui sont au-delà. Pour moi aussi, qui était porteur de cette idée que la littérature policière, les polars, c'était pas de la vraie littérature. Bon, depuis, évidemment, au fil des années, j'en suis revenu. Et aujourd'hui, le fait que ce soit le genre qui soit le plus lu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un livre sur 4 vendu est un polar. Les auteurs de cette littérature, aujourd'hui, on les étudie à l'université, on fait thèse dessus. Alors j'ai retrouvé une vieille lettre de mon ami Jean Amila, qui est pour moi le français qui a ouvert la série noire avec beaucoup de talent, parce que c'était un homme qui mélangeait l'écriture, comment on dit, l'écriture prolétarienne avec l'écriture chiadée d'aujourd'hui. Je ne sais plus comment on appelle ça, tu sais, on appelle l'écriture familière avec les... Alors il me dit, cher Claude, j'ai dû partir de Reims parce que je l'avais escorté à Reims une année, il est arrivé, on me l'a présenté, j'ai failli pleurer de le voir tellement j'étais ému, et on m'a dit, tu t'occupes de lui toute la journée. Mais j'ai dit, vous donnez la santé à un malade avec ça. J'ai dû partir de Reims un peu vite l'autre dimanche. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir eu la gentillesse de me piloter dans ce festival un peu éprouvant pour un bonhomme qui ne connaissait pratiquement personne. Pour moi, qui me cantonne maintenant dans un rôle d'ancêtre témoin, j'aurais pu être facilement débordé. Merci, j'ai eu le sentiment d'être aimablement considéré, ce qui n'arrive pas tous les jours. Ces 24 heures resteront pour moi un excellent souvenir. Mais avec ce départ à l'anglaise, je n'ai pas eu le loisir de te demander de me faire parvenir, si possible, tes cahiers sur la littérature noire, autrement dit de m'y abonner. Ça me donnerait l'occasion, dans ma retraite, de m'intéresser à quelque chose qui me tient à cœur, ce qui est, dit-on, un élixir de longue vie. Samedi soir, j'ai vu à la télé ce truc tiré de ma lune d'Omaha. Foncièrement écœurant, trahison totale par une équipe de malheureux ringards sans talent ni conscience. Je pige pourquoi ils ont eu si honte d'eux-mêmes qu'ils ont soigneusement évité de m'inviter à une projection préalable, malgré le contrat. Mais qui donc n'est pas floué dans ce bizarre métier d'auteur, où comme une simple brebis, il faut fournir le lait, la laine et la viande pour finir sans autre recours que de pouvoir bêler lamentablement. Encore heureux que des gens éclairés comme toi puissent parfois coller un peu de baume au cœur et faire sentir qu'une carrière n'a pas été totalement inutile. Merci encore, cher Claude. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Bien cordialement, Jean Amila. Tous les auteurs qui viennent, ils le disent d'ailleurs quand ils s'en vont, ils trouvent qu'ici, il y a une ambiance qui n'est pas celle des salons habituels. Peut-être aussi parce que c'est dans ce quartier, c'est porté par des gens qui y croient et qui sont enthousiastes. Voilà. Donc le polar, c'est une vraie littérature. Absolument. C'est vrai que moi, ce que je connais du polar, c'est avec Claude que je l'ai appris. Bon, évidemment, on reçoit des auteurs espagnols et ibéro-américains, donc comme c'est ma culture, je m'intéresse surtout à cela, on ne peut pas s'intéresser à tout. Mais effectivement, c'est de la vraie littérature, et en plus, tous les auteurs qu'on a reçus, qui font partie de l'immense carnet de connaissances qu'a Claude Mesplède, qui pour nous évidemment est on dit c'est le pape du polar, je ne sais pas si en ce moment le pape ça lui va si bien que ça, mais en tout cas c'est une encyclopédie ambulante, puisqu'il a fait d'ailleurs plein de livres là-dessus, et c'est aussi à la lecture de ces livres qu'on a appris beaucoup de choses sur les auteurs et sur leurs œuvres. Donc bien sûr que le polar, c'est, pour moi, il n'y a pas de vraie, de fausse littérature, c'est de la littérature, point. Voilà, et cette association, il fallait, comme il y a à peu près 50 à 60 salons en France sur le polar, il fallait trouver pas un prétexte, mais un contenu qui soit différent des autres. Parce que si on est comme les autres, personne n'a intérêt à venir nous voir. Ils ont vu ça ailleurs. Alors notre concept, ça a été la défense des langues du Sud. Parce que figurez-vous, mon cher ami, que en une année, on traduit 5800 livres tirés de l'anglais, et on traduit seulement 330 livres tirés de l'espagnol ou de l'italien. Il y a une disproportion considérable. Alors on a décidé qu'on ferait un prix
qui serait attribué uniquement aux livres traduits des langues du Sud. Et ce qui fait que depuis 3 ou 4 ans, les Espagnols tournent en France alors que ce n'était pas du tout l'habitude. Ils vont en Bretagne, ils vont à Nice, ils vont à droite à gauche, à Lyon, à Pau, et ça nous fait grand plaisir parce qu'on est à l'origine de cela. Mais mieux, le Grand Prix de littérature policière étranger, cette année où il y avait 16 livres sélectionnés, il y en avait 6 qui étaient écrits en espagnol, tirés de l'espagnol. Donc c'était jamais arrivé, il n'y en avait même pas un d'habitude. Là, 6 d'un coup, c'est quand même grandiose. Et on pense qu'on est à l'origine de ce mouvement qui, désormais, tiendra en compte les auteurs qui viennent du Sud. Et cette année, par exemple, on a sélectionné une femme qui vient d'Arabie Saoudite. Où vous savez, l'Arabie Saoudite, elles n'ont pas le droit de conduire, on n'a pas le droit de chanter, il n'y a pas de cinéma. Bon, ben elle est interdite de séjour là-bas, mais elle vit au Liban ou à Paris. Mais elle a fait un polar en arabe, et on va le présenter dans notre sélection des 6 bouquins qui vont concourir pour le prix cette année. Et elle est invitée, elle a répondu qu'elle serait là. Donc vous allez avoir une grande première, une femme arabe qui écrit des polars. J'ai eu 4 collections à diriger. Enfin, généralement, elles ne font pas plus de 2 ans, soit parce que je me tire, parce que je ne m'entends pas avec le patron, soit parce qu'elles ne sont pas suffisamment rentables financièrement. Et on fait comme chez Citroën ou chez Renault, on n'a pas assez à gagner, alors on vire les mecs. Alors la première a eu lieu en 1987. J'ai été sollicité pour faire une collection. Alors là, j'ai fait la même réflexion que pour le Salon du Livre. Il y a des collections, il y en a plus de 120 aujourd'hui. À l'époque, il y en avait un peu moins, mais c'était le pays des collections, c'était en France. Et si tu veux que ta collection ait une chance de vivre, il faut lui donner un concept qui soit différent des autres. Moi, j'avais choisi le concept européen, à l'exception de ces foutus anglais, parce que si on veut des anglais de qualité, il faut y mettre le prix. On ne peut pas concourir avec Gallimard, concurrencer les presses de la cité qui ont un pognon fou. Nous, on avait 3 sous. Alors, on a fait une collection européenne et j'ai choisi des Allemands, des Italiens, des Espagnols. C'était la première fois qu'on les traduisait, les Espagnols, à une exception près. Et j'ai choisi des Belges, des Français et des Suédois. C'était avant la grande vogue du suédois. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils lisent du polar, d'abord parce que lire rend moins con, c'est une évidence, et du polar en particulier parce que c'est la littérature de notre époque, de notre temps, c'est la littérature qui parle des gens comme nous, des gens ordinaires qui sont souvent écartés dans d'autres trucs, c'est une littérature qui ne se regarde pas le nombril, qui pose des questions sur la société, elle ne donne pas de réponse parce qu'on n'est pas des érudits, on n'a pas comme les gens qui se sentent plus des réponses à tout. On cherche comme tout le monde, mais au moins on sait où sont les questions. Et quand on a déjà des questions, ça permet de réfléchir aux réponses. Mais les réponses, on les trouvera tous ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait plus qui lisent du polar pour qu'on soit plus nombreux à réfléchir.